Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venus. On apprécie beaucoup que vous soyez déplacés jusqu'à Sainte-Marie-Madeleine pour la rencontre où on va parler d'éolien. On va parler d'énergie renouvelable. Mon nom c'est Hugo, je suis l'animateur. Je suis travailleur autonome, je tiens à spécifier. Je suis nerd dans la démarche. Donc ma seule job, moi, ce soir, c'est de vous permettre de vous informer, de poser des questions, mais surtout de travailler en atelier. On va vous expliquer ça tantôt. On veut vous entendre, on veut discuter, avoir des échanges en plus petits groupes. Avec tous les gens qui sont plus loin, tantôt, si vous voulez vous joindre aux 6-7 tables qui sont déjà préparées, là, ça serait bien apprécié. Donc, moi, je suis professionnel en consultation citoyenne. Je fais des mandats dans plein de domaines, un peu partout. Et là, je suis pour la MRC des Mascoutins, qui m'a demandé de les accompagner pour une démarche structurée de consultation, pas sur un projet éolien précis, mais en amont de ça. Donc, avant un projet éolien, on est dans une réflexion. En fait, votre MRC veut se doter d'une vision sur le développement des énergies renouvelables, développer ou non de l'éolien, du solaire, et veut comprendre toutes vos attentes, vos préoccupations, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous choquent, des opportunités à saisir, des choses qui vous rendent mal à l'aise, qui vous préoccupent. On veut tout savoir ça ce soir. Et le but, c'est de faire un rapport. C'est moi qui fais le rapport. Je vous le dis tout de suite, c'est moi qui ai écrit le rapport. Et tout ce que vous allez dire ce soir, vous allez nous aider en l'écrivant sur les nappes de papier. On va vous faire travailler un petit peu tantôt, mais ça me facilite beaucoup la tâche quand vous écrivez le plus possible, parce que je ne peux pas tout capter ce qui va être dit ce soir. Donc, sans plus tarder, si ça vous convient, on va passer aux présentations et je demanderai à Mme Marion de commencer en se présentant son équipe. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être présent ce soir pour causer éolienne. Donc, je me présente, Jessica Marion, je suis directrice générale adjointe à la MRC des Mascoutins. Pour la présentation ce soir, je suis accompagnée de M. Pascal Simard, qui est directeur à l'aménagement à la MRC des Mascoutins. Et on a également des invités spéciaux d'Hydro-Québec. On a M. Sébastien Martineau, qui est conseiller relations avec le milieu pour l'Estrie et la Montérégie chez Hydro-Québec. Et on a également M. Paul Grégoire, qui est délégué commercial chez Hydro-Québec. On a d'autres personnes présentes. Là. On a M. André Charon, qui est directeur général à la MRC, M. Simon Guillard, qui est préfet de la MRC, donc élu muet ce soir. Et on a des animateurs là, qui vont se joindre aux tables ce soir avec vous. Avant de commencer à parler d'énergie renouvelable, peut-être un rappel pour certains ou une présentation pour ceux qui ne savent pas. La MRC des Mascoutins, c'est quoi? Ce sont 17 municipalités regroupées ensemble qui forment la MRC des Mascoutins. Donc, disons nos limites les plus au nord, là en haut, on a Saint-Louis, Saint-Bernard-de-Michauville, Saint-Martial de Richelieu. Plus au sud, en bas, nos limites, c'est Saint-Damas-Saint-Pie. À droite, à l'est, on a Saint-Valérien-Milton. Puis à l'ouest, à gauche, on a Sainte-Marie-Madeleine, où on est présentement à la présentation. C'est ce qui ressemble à peu près à nos extrémités du territoire. Et au centre, on a la ville de Saint-Hyacinthe, entre autres. Et le conseil de la MRC prend les décisions et le conseil est formé des 17 maires et mairesses de ces municipalités. La MRC a plusieurs compétences et responsabilités. Certaines sont obligatoires, imposées par le gouvernement. Entre autres, on peut penser à l'aménagement du territoire, à l'entretien des cours d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les responsabilités, je m'excuse, je ne sais pas si je vous cache vous, là, mais nos responsabilités et compétences, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un impact ou ils visent un développement qui est régional. Donc, mise en contexte, pourquoi on est ici aujourd'hui? On fait une démarche participative parce qu'on souhaite aider le Conseil à trouver quel rôle devrait jouer la MRC dans le développement d'énergie renouvelable sur son territoire. Bien, premièrement, au niveau provincial, le gouvernement du Québec a émis des stratégies pour le développement des énergies renouvelables sur le territoire. C'est un défi qui est collectif. Ça vise la décarbonation du Québec et la transition énergétique. Puis parmi les moyens qui ont été entrepris, entre autres, Hydro-Québec a fait des appels d'offres dans les dernières années pour le développement de projets éoliens. On peut penser, entre autres, en Montérégie, on a eu les projets dans Pierre-de-Sorel, puis également dans les jardins de la Pierreville, ça fait déjà quelques années qu'il y a des projets éoliens. Il y a eu un appel d'offres l'année dernière, en 2023, par Hydro-Québec pour des projets éoliens. L'appel d'offres visait des
ben, des postes électriques, des lignes électriques de transport qui avaient déjà la capacité pour recevoir de la nouvelle puissance qui serait générée par des parcs éoliens. Donc, la MRC des Mascoutins n'a pas été ciblée comme territoire dans cet appel d'offres-là. Donc, en ce moment, la démarche qu'on fait, c'est en amont de quoi que ce soit comme développement sur le territoire. Il n'y a pas d'appel d'offres présentement d'Hydro-Québec. La MRC n'a pas eu de projet qui a été déposé sur son territoire dans le dernier appel d'offres. Il n'y en a pas de projet en cours, il n'y en a pas de projet qui existe ici. Donc, on est en amont de quoi que ce soit comme démarche présentement. Par contre, on ne se cachera pas quand même que la démarche, on l'a fait présentement parce que depuis l'année passée, il y a des promoteurs éoliens qui se promènent sur notre territoire. Des promoteurs qui sont en démarche en ce moment ou qui en ont fait déjà, qui ont signé des ententes avec des propriétaires fonciers sur le territoire, sur des propriétés qui jugent qu'ils ont un potentiel éolien éventuel pour un projet. Les promoteurs se sont aussi présentés à la MRC des Mascoutins, d'abord pour savoir c'est quoi nos exigences en matière d'aménagement du territoire, puis éventuellement pour savoir si la MRC souhaiterait être partenaire dans un projet éolien. Pour l'instant, la MRC ne s'est pas prononcée, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'entente qui ont été prises. Ce qu'on a fait, par contre, depuis que les promoteurs se promènent sur notre territoire, c'est de venir fixer des balises, d'encadrer le futur développement de projets éoliens en faisant un règlement de contrôle intérimaire, ce qu'on appelle notre RCI. M. Pascal Simard, tantôt, va vous en parler un peu plus. Donc, on est venu mettre les balises et d'ailleurs, on a fait une consultation publique en juin dernier à propos de notre RCI. Aujourd'hui, la démarche qu'on fait, bien, on a des objectifs assez précis. Là. Donc, premièrement, informer la population sur les besoins énergétiques au Québec, mieux faire connaître les rôles et les responsabilités de la MRC dans le contexte de transition énergétique, nous aider à avoir la vision claire du rôle que la MRC devrait prendre dans le développement des énergies renouvelables, particulièrement pour les projets éoliens, identifier des conditions gagnantes s'il devait y avoir un projet éolien sur le territoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'intégrer le mieux possible sur le territoire, et finalement, explorer les possibilités d'utilisation de retombées économiques d'un projet, si projet il y a. La démarche qu'on vous propose, c'est une démarche qu'on a faite en 4 ateliers. Ça fait déjà 2 semaines, une semaine et demie à peu près, qu'on fait des ateliers. Donc, on a rencontré les groupes environnementaux au milieu des affaires, au développement économique. Ensuite, on a rencontré les intervenants du milieu, ce qu'on appelle les intervenants, donc les administrateurs de l'UPA, le MAPAC, les administrateurs de nos comités de bassin versant sur le territoire. Et jeudi soir dernier, on a fait une soirée comme aujourd'hui, donc c'est-à-dire avec des portes ouvertes avant la présentation. On a rencontré les producteurs agricoles, on a 1200 entreprises agricoles sur le territoire. Et ce soir, c'est ouvert à toute la population. Donc, il y a des personnes qu'on a déjà vues dans les autres ateliers et plein de nouveaux. On est bien contents de vous voir. Peut-être seulement un mot pour vous dire que chacun de ces ateliers-là se sont déroulés de la même façon. C'est la même présentation qu'on fait avec Hydro-Québec. Ce sont les mêmes sujets sur lesquels on vous demande de vous prononcer par la suite. La seule différence, c'est qu'on a fait des portes ouvertes ce soir et jeudi soir dernier, alors qu'il n'y en avait pas dans nos 2 premiers ateliers de jour. Oui. Prochaine diapo. Parallèlement à ça, on a une consultation en ce moment qui est en ligne. C'est un sondage. Les questions sont à peu près les mêmes, encore une fois, que les thèmes qui vont être abordés ce soir aux ateliers. Mais si vous voulez inviter vos familles, vos amis, vos voisins à aller y répondre, le plus de réponses possible sera le mieux. On a une page web d'information, on l'avait développée quand on a fait notre RCI, mais on a mis encore plus d'informations récemment. Vous pouvez aller lire un paquet d'infos. On a la présentation, cette présentation PowerPoint de ce soir, elle est sur le site Internet. On filme ce soir, la vidéo va se retrouver aussi sur le site Internet. On a une foire aux questions, donc des questions et des réponses qu'on se fait souvent poser. Et on a une boîte aux questions, donc vous pouvez nous poser des questions. On s'engage à y répondre. On a une adresse courriel aussi qui est énergie@mrc.ca, mais ça va être sur le site. Et si les questions que vous nous posez dans la boîte aux questions méritent d'être sur le site parce que ce ne sera pas déjà dans notre foire aux questions, mais on s'engage à mettre dans la foire avec la réponse pour que ça puisse bénéficier à tous. Transition énergétique, je vais passer la parole à M. Sébastien Martineau d'Hydro-Québec. Merci. Donc, bonjour, Sébastien Martineau, conseiller responsable de milieu.
En fait, je suis accompagné de mon collègue Paul Grégoire et on va faire une courte présentation, de près 15 à 20 minutes, essentiellement pour répondre à deux questions. Pourquoi on a besoin de produire plus d'énergie au Québec de manière significative dans les années à venir? Et d'autre part, pourquoi l'énergie éolienne semble, pour Hydro-Québec, une bonne source d'énergie pour contribuer, pas la seule, mais pour contribuer à cet apport d'électricité-là. Donc, l'idée ici, c'est pas de vous dire vous devez accepter un projet éolien chez vous, mais bien que vous compreniez qu'est-ce qui arrive dans le contexte énergétique dans les années à venir et pourquoi l'éolien peut contribuer. En novembre de l'année passée, Hydro-Québec a déposé son plan 2035 pour un Québec décarboné et prospère. Ce que je vais vous montrer là, puis la volonté d'Hydro-Québec de produire davantage d'électricité ne fait pas de sens dans une économie même d'il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, on parlait très peu de décarboner l'économie. Donc, en 2023, on nous dit que 92% des économies ont des objectifs de décarbonation, soit dans des documents, soit sont légiférés, comme par exemple les taxes carbone, des choses comme ça. Donc, les gouvernements, notamment depuis Paris en 2018, à chaque fois qu'il y a des COP internationales à chaque année, les pays font des rondes de négociation et s'engagent, et notamment à partir de 2019, ça a donné comme un coup où là, on en parlait depuis plusieurs décennies des changements climatiques, mais parce que les changements climatiques sont de plus en plus présents, à un moment donné, les États ont dit on n'a pas le choix d'embarquer là-dedans pour faire en sorte que vraiment on sorte de l'utilisation des énergies fossiles pour réduire le réchauffement climatique, pour réduire les impacts. Donc, il y a 6 à 7 ans, on était à 20% des économies. 6 à 7 ans plus tard, on est rendu à 92% des économies. Donc, il y a vraiment un changement qui s'est fait. On en parlait, mais là, il y a eu des actions qui ont été prises. Et concrètement, ça veut dire quoi? D'ici 2030, on parle plus de 40 000 milliards de dollars qui vont être investis à l'échelle de la planète. Pourquoi? Pour développer des projets énergétiques, pour soutenir la recherche scientifique, pour être capable de sortir de l'utilisation du pétrole, du charbon, des énergies fossiles, pour développer de l'énergie qui, elle, va produire moins de gaz à effet de serre. Au Québec, on est dans une bonne position, comme vous le savez, puisqu'on produit beaucoup d'hydroélectricité. Donc, 99% de l'énergie que l'on produit, c'est de l'énergie propre hydroélectrique. Par contre, c'est seulement 42% de l'énergie qu'on consomme qui vient de l'électricité. Ça veut dire que concrètement, bien que nos bâtiments sont éclairés, bien que de plus en plus il y ait d'autos électriques, bien qu'il y ait des industries qui fonctionnent avec des moteurs électriques, dans la société en général, toute l'énergie qu'on consomme au Québec, il y en a encore 50% dans les transports, dans le chauffage, dans les industries qui utilisent des combustibles fossiles. Le gouvernement du Québec s'est donné comme objectif de sortir, d'être carboneutre, donc de sortir de l'utilisation des énergies fossiles d'ici 2050. Donc ça veut dire que même si on reste la même population, pas un enfant de plus au final, pas d'immigration, pas de construction de maisons de plus, pas de développement industriel de plus, bien, il va falloir avoir tout ça d'électricité de plus pour être capable de faire le même fonctionnement de société, mais sans avoir des énergies fossiles. Donc, vous comprenez que tout ça, c'est de l'énergie qu'il faut produire pour être capable de sortir des énergies fossiles. Donc, en 2023, si vous regardez dans le rapport annuel d'Hydro-Québec, on a vendu pour 200 TWh d'électricité. On prévoit qu'en 2035, on va en avoir besoin de 60 TWh de plus. Donc, ça veut dire plus que 25% de plus qui va être consommé. Donc, on va dire, là, les gens vont devoir en consommer davantage, 60, et on évalue à l'horizon 2050, puis c'est pas juste Hydro-Québec, vous allez voir des chaires de recherche, là, comme Normand Mousseau, par exemple, que pour sortir d'une économie carbonée et de la remplacer par de l'électricité, on pense qu'avec le développement notamment de la population,
on va avoir besoin de 150 et 200 TWh de plus que les 200 qu'on a vendus l'année passée. Donc, souvent, vous entendez dans les médias le gouvernement dire on a besoin de créer une autre Hydro-Québec. Bien, c'est de là que vient ça. 75% de cet apport-là, c'est pourquoi? Pour être capable d'électrifier les transports de toute nature et de décarboner les bâtiments. Donc, tout ce qui est chauffé au gaz, au propane, on soit capable de le remplacer par de l'électricité. Mais aussi toutes les industries. Donc, tout ce qui utilise un moteur aujourd'hui, moteur qui marche avec du combustible fossile, bien, le choix, c'est que ça devienne de l'électricité. Et aussi, dans le plan 2035, il y a une volonté de faire ce qu'Hydro-Québec a fait jusqu'à maintenant au Québec, c'est de contribuer au développement économique. On a un plan d'action qui est vaste. Aujourd'hui, on vient vous parler de la priorité numéro 3, augmenter notre production d'électricité. Donc, moi, j'ai répondu à la question « Pourquoi il faut produire plus ?» Mon collègue Paul va vous parler de « Pourquoi l'éolien ?» C'est une bonne source pour être capable de contribuer à tout ça. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez en arrière? OK, je vais essayer. Si c'est pas assez fort, vous lèverez la main puis je parlerai plus fort. Ah ben, les gens ont juste à se rapprocher si c'est pas assez fort. Et puis, merci d'être ici pour comprendre l'énergie éolienne. C'est quelque chose qui est relativement nouveau. L'éolien est apparu. Il y avait des vieilles éoliennes que vous voyez dans les fermes, les films de western. Mais non, les grosses éoliennes de 1 qui est 1 MW et plus, c'est arrivé en 2000, l'an 2000. Et puis après ça, en 2003, ils ont commencé avec des éoliennes de 1,5 MW. Et maintenant, on est rendu à des éoliennes de 6 MW. Donc, ça augmente sans cesse. Et ce que ça permet de réduire l'espace utilisé par l'énergie éolienne au sol. Donc, pour augmenter la production électrique, c'est quel bouton? C'est celui? Oui. Augmenter la production avec les éoliennes. Ici, c'est des belles éoliennes. On a un exemple. Comment c'est pratique? Ça, c'est aux îles de la Madeleine. C'est 2 éoliennes de 4 MW qui fournissent 8 MW. Puis là-bas, il y a une centrale au diesel de 150 MW. Ça fait qu'avec leur utilisation des éoliennes, ils sont capables de réduire la quantité de carburant qui est consommée, puis les gaz à effet de serre, la pollution qui est faite localement. En plus, ils veulent en installer peut-être 2 ou 3 autres de plus, parce que c'est tellement plus bien utile. Donc, c'est très apprécié là-bas. OK. L'avantage de l'éolienne. La première chose, c'est que le petit cochon, ça coûte beaucoup moins cher l'énergie éolienne maintenant. À travers le monde, l'énergie la plus économique, c'est l'énergie éolienne. Et par la suite, il y a des sortes d'énergie comme thermique, solaire, etc., qui sont plus dispendieuses. Mais le plus économique, ce qui est utile pour vous, pour nous, le plus bas prix, ça vient de l'éolien. Donc ça, c'est un point. Puis au Québec, on est choyé, c'est que l'éolien est complémentaire avec l'hydroélectricité. Des fois, il pleut plus, des fois, il pleut moins. C'est la même chose avec le vent. Des fois, il y a plus de vent, des fois, il y a moins de vent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ils vendent beaucoup, on utilise moins d'eau des réservoirs. C'est comme si on les remplissait, autrement dit, ou on garde la réserve d'eau. Et quand ils se mettent à rentrer moins, bien là, c'est les réservoirs hydroélectriques qui nous livrent l'électricité. Donc, les deux se balancent très bien. C'est une complémentarité très utile. Dans les endroits où c'est qu'ils n'ont pas d'hydroélectricité, ils sont obligés de faire tourner des centrales électriques au gaz pour compenser le manque de vent. Mais nous, on n'a pas besoin de faire ça, ça vient des barrages hydroélectriques. C'est pour ça qu'on a de l'électricité propre au Québec. Et l'autre affaire là, c'est que je suis un peu ingénieur en passant, je peux juste. Ça fait que l'air froid est plus dense, donc on produit plus d'électricité en hiver qu'en été. Donc, au final, quand en hiver, on a besoin de pointes électriques, bien, le vent est là, ça nous aide beaucoup. Et c'est l'électricité. Donc, pourquoi c'est la plus économique aussi? C'est parce que c'est la plus vite implantée. C'est 4 à 5 ans pour faire un parc éolien. Là, c'est important de comprendre le 4 à 5 ans. La moitié de ça, c'est juste du côté environnement, acceptabilité sociale. Puis avant ça, avant qu'on travaille sur l'environnement et l'acceptabilité sociale,
Il y a eu des réunions consultatives, puis une présentation qui a été faite et une soumission qui a été faite pour un parc éolien. Donc, il y a déjà l'aval de la communauté locale, du milieu local qui est requis. Pas d'aval, si ce n'est pas approuvé, on ne va pas de l'aval, comme ça a été le cas à Nicolet. Si la population est d'accord, comme dans Haute-Chaudière, les autres, ils en demandent plus. Donc, c'est parce qu'ils ont vu des avantages qu'ils en veulent plus. Ça dépend des endroits. Ça prend donc, le parc à construire seulement, les dérangements de la construction, c'est une année. Sur les 5 ans, il y en a 2 ans de permis. Après ça, sa préparation en construction. On construit, on fabrique des éoliennes, on construit, on érige le parc. Ça prend 2 étés d'un beau parc, sinon c'est un été. Après ça, c'est l'exploitation pendant 30 ans. Après ça, c'est le démantèlement. Le démantèlement, l'objectif, c'est de restaurer à l'original. Sauf si, admettons, les propriétaires terriens veulent garder les chemins d'accès parce qu'ils trouvent ça utile, on peut les laisser en place à leur demande. Sinon, on reboise, on enlève le sol contaminé, on remet du bon sol, on plante et on remet ça comme à l'origine. On voit ici les ajouts d'énergie. Vous voyez que, comme c'est le moins cher, comme c'est celui qui est le plus rapide à implanter, bien, on a 30 à 35 tétrawattheures qui viendraient de l'éolien. C'est notre planification, c'est le 10 000 mégawatts que vous avez entendu les nouvelles éoliennes. Ça fait beaucoup d'éoliennes qui vont être surtout implantées dans le nord du Québec, dans des terres qui sont non agricoles. On parle ici d'environ 3 000 mégawatts qui vont être dans le nord du Québec. Pour l'instant, on parle aussi de 1 000 mégawatts qui ont été annoncés par Hydro-Québec en Gaspésie, qui n'est toujours pas dans un territoire agricole, principalement agricole. Donc, il y a des... Plus fort? Oui, excusez-moi. Vous n'avez pas levé la main. Excusez-moi. Donc, les 30 à 35 tétrawattheures vont être produits par l'éolien. Bon, on va commencer par qu'est-ce que Hydro-Québec va faire. Hydro-Québec, elle s'assure que le promoteur va fournir l'électricité correctement, développer un parc qui va être fiable, et Hydro-Québec s'occupe des lignes de transport. Le promoteur, lui, quand il y a des projets privés, comme dans le sud, au sud de Saint-Laurent, c'est beaucoup des projets privés, le promoteur doit s'assurer que ça respecte l'environnement, il doit s'assurer qu'il y a une acceptabilité sociale, il doit fournir tous les documents qui démontrent que la population est d'accord avec le projet, et ensuite, il doit obtenir les autorisations du gouvernement. Ces autorisations-là, c'est 2 ans, c'est très long. C'est pour ça qu'il y a des consultations avant le dépôt, comme maintenant, pour se préparer à gagner un peu de temps, et aussi pour identifier les zones intéressées ou non. Je sais qu'il y a de l'acceptabilité sociale. Bon, comment ça fonctionne? On va faire ça assez simple. Ici, c'est un parc de 2 éoliennes. D'habitude, c'est une vingtaine d'éoliennes au moins. Ils sont reliés par un câble souterrain qui est enfoui 2 mètres sous le sol pour vous permettre de faire l'agriculture. Et puis, il ne faut pas être des tempêtes de gazole n'affectent pas. Ensuite, ça s'en va dans une sous-station. Là, on prend l'électricité, qui est liée des éoliennes, et on monte le voltage pour pouvoir le transporter l'énergie sur les longues distances. On monte à 120 000 volts ou plus pour pouvoir le transporter sans perte électrique sur les longues distances. Et on l'achemine chez vous, dans les industries, dans votre maison. Donc, les petits projets ici, ce qu'on dit, c'est que les petits projets en bas de 350 MW, pour le moment, comme on a tellement d'ouvrages à faire, les gros projets, les 4000 MW, on les met à Hydro-Québec qui s'en occupe de A à Z, qui va être le propriétaire avec le milieu local, pour s'assurer que ça fonctionne. Puis après ça, les petits parcs, comme aujourd'hui, qui c'est intéressant, 350 MW et moins, on achète l'électricité, nous, on s'assure avant qu'il y ait eu une acceptabilité du projet. Si on n'a pas une résolution de la Ville qui dit, et de la MRC qui dit, on est d'accord avec le projet, on n'ouvre même pas l'enveloppe de solution. On s'assure que ça soit bien vu.
Ensuite, les partenaires, bien là, il y a le maître d'œuvre, ça peut être, exemple, donc j'ai entendu ça souvent, soit Boralex ou Innovex, il y en a d'autres aussi, Kruger ou un autre, par exemple. Il s'assure que le projet est construit comme il faut, que la population soit bien informée et que ça soit bien développé. Il y a beaucoup de succès pour ces projets-là actuellement par des compagnies comme Invernergy puis EDF. Il y a Haute-Chaudière, il y a du monde qui nous parler. Ça, c'est EDF, qui sont notre développeur. Donc, ils s'assurent d'être professionnels. Souvent, c'est des compagnies qui sont internationales ou qui sont des compagnies québécoises qui sont devenues internationales dans l'éolien. Donc, les promoteurs essaient de faire un travail professionnel et la population reconnaît souvent dans les réunions le travail exemplaire de plusieurs promoteurs. J'ai entendu dans des réunions du BAP des représentations des projets éoliens. Ensuite, on s'arrange pour trouver des zones favorables. C'est parce qu'on ne veut pas construire des lignes partout. Et personne ne veut des lignes. Donc, on essaie d'exploiter les lignes actuelles au maximum et de développer à côté de lignes existantes. Donc, on s'occupe de ça. Donc, ça sommarise, ça fait un sommaire de où est-ce qu'on s'en va avec la ligne. Bon. OK, comment ça fonctionne? La première chose, c'est qu'un projet n'est pas approuvé si le décret, si le Conseil des ministres ne dit pas qu'on y va de l'avant. Après ça, bien, on peut construire le parc. Il faut demander des autorisations ensuite au ministère pour pouvoir déboiser, construire des routes, etc. Mais préalablement à ça, il faut avoir des études d'impact environnemental. Là, la population est consultée aussi, parce que c'est tous les impacts aussi environnementaux, sociaux, politiques, tout ce qui se passe, on peut les discuter. Ensuite, on fait un fonds pour un démantèlement à la fin de chacune des éoliennes. Hydro-Québec, c'est le promoteur qui est responsable de démanteler, mais pour que ça soit simple, c'est Hydro-Québec qui est responsable de s'en assurer. Donc, on demande un montant au fournisseur pour garantir qu'il va démanteler le parc. Ensuite, il y a des paiements aux collectivités. Comme vous le savez, il y a des retombées qui sont actuellement de 6 227 $ par mégawatt installé, qui revient à la communauté locale. Ce montant-là peut être utilisé pour favoriser le développement des infrastructures récréatives pour aider la population. Donc, c'est quelque chose qui est bien vu. À côté, il y a le parc de Pierre-de-Sorel. Si vous parlez à ceux qui sont responsables du parc de Pierre-de-Sorel, la population est ravie parce qu'ils ont fait des gros investissements dans les arénas. Ils nous l'ont mentionné la dernière fois que j'étais allé visiter là-bas. Donc, ça vaut la peine de s'arrêter. Il y a un centre de contrôle à Massonville, puis vous pouvez échanger avec eux pour nous dire les bienfaits. Et pour les agriculteurs et ceux qui possèdent des terres, il y a ce qu'on appelle un cadre de référence qui a été préparé avec l'UPA, qui vous permet de comprendre, en gros, que durant la construction, s'il y a des pertes agricoles, vous êtes compensé. Une fois qu'il y a l'exploitation, s'il y a des pertes agricoles, vous êtes compensé. Quand on démantèle le tout, on remet aux conditions originales. Ça explique exactement les détails de ça. Et aussi, si jamais vous avez une éolienne sur votre terrain, il vous explique combien d'argent devrait être versé comme compensation. Donc, ça donne des retombées aux propriétaires de terrain qui ont une éolienne. Et aussi, ça s'applique normalement à ceux qui ont le circuit de transport et certaines personnes qui sont aux alentours, qui sont impactées par les éoliennes. Donc, il y a une compensation qui est établie. Et souvent, les promoteurs vont vous donner un montant plus élevé que ce qui est dans le cadre de référence. Regardez ça en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des parcs qui sont déjà en exploitation. Il y a Pierre-de-Sorel, on en a parlé. Il y a Saint-Rémy. Et il y a des cultures qui sont un peu plus à l'est, à l'ouest, excusez-moi. Et aussi, il y a deux autres parcs éoliens qui sont dans l'appel d'offres 2023, qui sont de mémoire à moi, les jardins de Napierville
Et l'autre, c'est à Manoir. Pardon? Merci beaucoup. C'est large. Merci beaucoup. Je ne suis pas familier avec la région, excusez-moi. Donc, et maintenant, je pense que c'est Hugo qui va prendre la parole pour la suite. OK. Ça va être la merci. Ça marche. Merci. Donc, bonjour, bonsoir en fait. Je me présente Pascal Simard, directeur d'aménagement à la MRC de Mascoutin. D'ailleurs, c'est moi qui avais présenté le RCI en juin dernier, le 19 juin 2024. Et je vais vous faire un rappel, la consultation est disponible sur le site web de la MRC. Il y a une vidéo de la consultation qui est en ligne. Donc, pour ma part, moi, je vais vous parler de l'élaboration de la vision de développement des énergies renouvelables de la MRC. Donc, c'est vraiment pour ça ici que tout le monde est réuni ce soir pour élaborer, aider ou contribuer à élaborer cette vision-là. Bon. Je vais parler du cadre de référence dans quel cadre que s'insère cette élaboration de vision. Tout d'abord, je vais parler de l'énoncé de vision stratégique. En 2022, la MRC des Mascoutins a fait une démarche de vision stratégique sur son territoire. On a fait des consultations, il y a eu des orientations, des objectifs qui sont sortis de ça. Et c'est une démarche de vision stratégique de développement culturel, économique, environnemental et social de la MRC. Et la MRC, bon, comme je disais, a fait des objectifs, orientations, il y a un plan d'action qui est sorti, mais il y a un énoncé de vision stratégique pour le développement du territoire de la MRC qui est sorti, qui est le suivant qui est à l'écran. Donc, je vais vous le lire. Allié de ses milieux naturels et bienveillants, la MRC des Mascoutins édifie un territoire accessible et résilient au bénéfice d'une population fière de son identité régionale et elle offre un milieu de vie inclusif et évolutif propulsé par un développement agricole, économique et culturel effervescent. Donc, pour ce soir, en fait, il y a un objectif qui cadrait dans le cadre de la démarche qu'on fait en ce moment, qui est l'objectif de favoriser le développement des énergies renouvelables sur le territoire de la MRC. Sinon, plus au niveau législatif, il y a eu des modifications qui ont été faites soit dernièrement ou qui existent depuis un certain temps, qui ont encore des pouvoirs des MRC. La dernière, en fait, qui a été faite dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en 2023, qui est un pouvoir en matière de lutte contre les changements climatiques, qui permet au MRC d'encadrer les énergies renouvelables sur son territoire. Donc, c'est une modification qui a eu lieu en 2023, dernièrement. Sinon, il y a un pouvoir qui existe depuis plus longtemps, qui est depuis 2006, en fait, qui est tiré de la loi sur les compétences municipales, qui permet à une MRC d'exercer, en fait, ou d'exploiter plutôt une entreprise qui produit de l'électricité au moyen d'un parc éolien ou encore une centrale hydroélectrique. Donc, c'est un pouvoir qui existe depuis plus longtemps. Puis, il y a certaines MRC au Québec, justement, qui en bénéficient de ce pouvoir-là présentement. Donc, aussi, le cadre de référence qui nous concerne présentement, qui va m'amener à justement parler du règlement de contrôle intérimaire, c'est par rapport aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. D'ailleurs, les orientations gouvernementales, justement, les nouvelles orientations gouvernementales sont entrées en vigueur hier. C'est un drôle d'annonce. Mais le 1er décembre 2024, les nouvelles orientations gouvernementales au Québec sont entrées en vigueur. Et il y en a une qui concerne l'énergie éolienne. C'est la suivante, c'est favoriser la mise en valeur du potentiel éolien du territoire d'une manière qui respecte les particularités du milieu et qui contribue à l'acceptabilité sociale de cette filière énergétique. Et dans cette orientation gouvernementale, on retrouve justement une attente qui est que la MRC doit identifier dans son schéma d'aménagement les parties de son territoire pouvant accueillir le développement éolien. C'est ce qui m'amène à parler du RCI, parce que le moyen le plus efficace de répondre à cette attente-là, c'est de passer par un RCI. Donc, le règlement de contrôle intérimaire. Qu'est-ce qu'un RCI? C'est un règlement qui fixe des normes d'aménagement temporaires durant la période de révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC. En fait, en juin ou au mois de mai 2024, la MRC des Mascoutins a justement annoncé qu'elle entamait sa révision de schéma d'aménagement. En prévision justement qu'il allait avoir des nouvelles orientations gouvernementales qui allaient être adoptées, qui étaient pour être adoptées et entrer en vigueur au courant de l'année.
Donc, elle a annoncé qu'elle commençait un processus de révision de son schéma. Et, par le fait même, il y a aussi eu la consultation publique par rapport au RCI. Et, ici, on a mis en gras le mot temporaire. Et pourquoi temporaire? Bien, justement, c'est que c'est un régime temporaire, le temps que la MRC fasse son schéma d'aménagement. Et pourquoi temporaire? Bien, parce qu'une fois que les normes sont insérées dans le schéma d'aménagement, bien, par la suite, elles sont reprises par les municipalités. Donc, c'est les municipalités qui vont appliquer le RCI dans chacune de leurs municipalités. Mais pour l'instant, c'est un règlement qui est à l'échelle régionale et c'est la MRC qui va l'appliquer une fois qu'il va entrer en vigueur. Et c'est quoi un RCI? Qu'est-ce que ça permet, en fait? Ça permet de prévenir les gestes et les projets qui pourraient aller à l'encontre de la planification de l'aménagement du territoire en cours de révision. Donc, c'est vraiment, on se dote d'un cadre minimal pour encadrer l'implantation d'éoliennes, l'implantation de projets éoliens. Donc, il y a deux objets dans le règlement, pour des raisons de santé, sécurité, bien-être de la population, protection du paysage et de l'environnement. On parle de l'identification des zones où les éoliennes sont interdites et la fixation des distances séparatrices à respecter par rapport à divers éléments sensibles sur le territoire. Donc, vous les avez vus, il y a des cartes qui étaient disponibles pour la consultation, mais je vais vous en parler aussi à l'écran. Premièrement, les zones où les éoliennes sont interdites. Donc, il y a plusieurs éléments qui se retrouvent également sur la carte. Donc, ce sont tous les éléments en couleur qui sont sur la carte. Ce sont tous des secteurs où sont interdites l'implantation d'éoliennes. Par exemple, en rouge au centre, on a le périmètre d'urbanisation de la ville de Saint-Hyacinthe. Puis en rouge sur la carte, c'est l'ensemble des périmètres d'urbanisation. Ici, en jaune, on a le corridor des Montérégiennes, qui est un corridor qui, justement, traite plutôt des enjeux paysagers. Mais on a d'autres éléments, les milieux forestiers, on parle aussi des sols organiques, la crête de Saint-Dominique qui est délimitée ici au centre, là, en vert. On parle des milieux humides, des habitats fauniques, puis on parle aussi du futur parc de la métairie à Saint-Hyacinthe qui est en vert ici. Et au total, ce que ça donne comme superficie, on arrive avec une superficie de 56 000 hectares, un petit peu plus de 56 000 hectares, qui représentent 42,8 du territoire, qui sont des zones où l'implantation d'éoliennes est interdite. Deuxième chose, c'est les distances séparatrices à respecter. Donc, vous l'avez vu, il y a plusieurs éléments. Sur l'autre page, on périmètre d'urbanisation. On ne parlait pas des habitations, mais au niveau des habitations, justement, il y a des distances aussi à respecter. Donc, c'est une combinaison qui s'ajoute, en fait, c'est une combinaison. C'est des éléments qui s'ajoutent au premier élément de contrainte à l'implantation d'éoliennes. Par exemple, le périmètre d'urbanisation, vous vous rappelez, il y avait les zones en rouge. Bien, avec les zones en rouge, on ajoute une distance à respecter de 1500 mètres par rapport à ces zones en rouge-là. Donc, c'est une distance supplémentaire qu'on applique. Et, bon, vous voyez une norme de hauteur aussi. La norme de hauteur, bien, justement, c'est pour tenir compte de l'évolution des éoliennes dans le temps. Donc, par exemple, aujourd'hui, les éoliennes ont, je ne sais pas, 200, 220 mètres, mais ça se pourrait qu'en 2030, bien, les éoliennes sont encore plus grandes. Donc, c'est pour tenir compte de l'évolution dans le temps des éoliennes. Donc, on applique le critère qui est le plus sévère entre la distance à respecter ou encore 7 fois la hauteur d'éolienne pour ce qui est du périmètre d'urbanisation. Immeuble protégé, c'est quoi? Un immeuble protégé, ce sont des secteurs où il y a un rassemblement de population. Donc ici, on peut parler justement d'un immeuble protégé. C'est un bâtiment où est-ce qu'on reçoit plusieurs personnes. Ça peut être un club de golf, ça peut être un parc, ça peut être un camping, donc ça peut être un hôtel, motel, des éléments comme ça. Donc, par rapport à un immeuble protégé, on parle d'une distance minimale de 900 mètres ou 4 fois la hauteur de l'éolienne. Habitation, on parle d'un minimum de 900 mètres ou 4 fois la hauteur de l'éolienne. Bâtiment autre qu'une habitation, un immeuble protégé ou un usage sensible, on parle de minimum de 200 mètres. Ça peut être une installation d'élevage, ça peut être un bâtiment secondaire, ça peut être une cabane à sucre, ça peut être tout autre bâtiment.
On a aussi des distances par rapport aux rivières, cours d'eau, milieu humide, la crainte Saint-Dominique tantôt que je vous ai montré sur la carte, et le parc de la Métairie également. Il y a également des distances séparatrices à respecter par rapport au réseau routier, au réseau ferroviaire, donc tout ce qui est, c'est sur routier. Bref, autoroute et route nationale, on parle d'un minimum de 800 mètres. Route régionale et collectrice, on parle de 350 mètres. L'emprise d'un chemin de fer, on parle de 200 mètres. Corridor ferroviaire abandonné, ça en fait c'est la piste, pas la piste, mais le corridor ferroviaire qui est abandonné entre Saint-Hyacinthe et Farnham, où la MRC convoite ce corridor-là pour en faire une piste cyclable. Donc c'est pour ça qu'il y a une distance spécifique pour celui-ci. Donc, si on applique l'ensemble des zones de contrainte à l'implantation d'éoliennes avec les distances séparatrices, ce que ça nous donne comme superficie, c'est une superficie de 122 238 hectares, soit 93,2 du territoire qui est soumis à des contraintes à l'implantation d'éoliennes. Ce que ça donne, c'est, ici sur la carte, ce sont les secteurs identifiés en vert. Sur la carte là-bas, c'est en rouge, c'est la même chose. C'est juste la couleur qui change, là, mais ce sont les mêmes secteurs. Autrement dit, ce sont des zones sans restriction d'implantation d'éoliennes qui représentent 6,8 du territoire. Là, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais dans tout ce secteur-là, est-ce qu'il pourrait y avoir des éoliennes? Pas nécessairement. C'est des zones de contrainte, des zones qui sont sans restriction à l'implantation d'éoliennes. Mais par contre, ça prend toujours un potentiel de vent. Si on n'a pas de potentiel de vent, il n'y aura pas de parc éolien. Donc, ça prend un potentiel de vent, ça prend une infrastructure de transport. Il y a quand même des études environnementales à faire pour qui doit démontrer qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Donc, il y a plusieurs éléments à réaliser avant même de pouvoir réaliser un parc éolien. Ça prend des permis et autres. Voilà. Je vais passer la parole à Mme Marianne. Je vais poursuivre avec les rôles potentiels de Donc, les rôles potentiels de la MRC. Comme on vient de le voir pour le RCI, la MRC, premièrement, à gauche, peut jouer un rôle plus coercitif, d'encadrer, de fixer des balises, donc de faire un RCI, ensuite de l'intégrer à notre schéma d'aménagement, de faire des consultations publiques comme on fait aujourd'hui, et éventuellement de délivrer des permis s'il y a un projet. Ça, c'est le rôle qui est attendu de la MRC, ça fait partie de nos responsabilités. Mais il y a aussi une autre chose qui peut arriver comme MRC, c'est de potentiellement devenir partenaire d'un projet. Ça veut dire que la MRC investit financièrement dans un projet et devient en partie propriétaire du projet avec le promoteur éolien. À ce moment-là, on parle de contribuer aux efforts de décarbonation, de transition énergétique. On peut s'assurer, c'est un peu plus facile en fait de s'assurer que le projet va respecter les préoccupations du milieu, nos particularités sur le territoire, parce qu'on en est rendu propriétaire nous aussi. On peut éventuellement bénéficier des retombées économiques d'un projet, s'il y en a, et ça permet de diversifier les sources de revenus autres que la taxation. C'est beau à dire comme ça, mais ça veut dire quoi dans la vraie vie? Je vais vous montrer un exemple. On a regardé les projets qui se sont faits. On l'a vu tantôt, l'appel d'offres de 2023, il y a eu 2 projets en Montérégie qui ont été octroyés. Il y a un projet dans les jardins de Napierville qui est 147 MW et il y a un projet dans la MRC Rouville qui est 100 MW. Donc, on a fait une moyenne. On vous présente un projet fictif de 120 MW sur le territoire de la MRC des Mascoutins. 120 MW, c'est l'équivalent de 20 éoliennes de 6 MW sur le territoire. Dans ce que je vous montre à l'instant, que la MRC soit partenaire ou non, ça veut dire que si la MRC joue son rôle coercitif d'encadrer la réglementation, d'émettre des permis, joue son rôle attendu de MRC, il va quand même y avoir les montants que je vais vous présenter. Si la MRC est partenaire, il y a quand même aussi les montants que je vous présente. OK? Donc, dans un projet fictif de 120 MW,
Les municipalités hôtes, ce qui a été montré tantôt dans la présentation d'Hydro-Québec, les municipalités qui accueillent des éoliennes sur leur territoire reçoivent des redevances. C'est obligatoire dans l'appel d'offres d'Hydro-Québec. C'est indexé annuellement. Je vous ai mis l'ordre de grandeur de 6 000 $ par mégawatt. Tantôt, on a vu dans la présentation, c'est rendu à 6 227 $ exactement. Mais c'est indexé annuellement. Je vous mets l'ordre de grandeur 6 000 $ par mégawatt. Donc, pour nos 120 mégawatts sur le territoire, ça représente 720 000 $ par année qui sont donnés aux municipalités qui reçoivent des éoliennes pendant 30 ans, qui est la durée normalement du contrat qui est signé avec Hydro-Québec. Ça, c'est par mégawatt produit ou par mégawatt point? C'est par mégawatt de capacité de l'éolienne. Okay. Fait que peu importe ce que l'éolienne va produire dans son année, c'est une éolienne de 6 mégawatts qui est installée fois le nombre d'éoliennes. Voilà ce que ça donne. Et même chose pour les propriétaires fonciers. Les propriétaires qui ont une éolienne sur leur propriété reçoivent aussi une redevance. Tantôt, on disait dans le cadre normatif, ça le vrai terme, j'ai oublié le terme. Le cadre d'Hydro-Québec qui donne un minimum qui est 2 500 $ par mégawatt. Mais ce qu'on voit sur le marché actuellement avec les promoteurs dans les dernières années, ils vont accoter plus ou moins les redevances qui sont données aux municipalités. Ça peut varier légèrement, on peut parler de 5 000 à 8 000 $ par mégawatt, mais on vous donne une moyenne d'ordre de grandeur de 6 000 $ par mégawatt. Donc, ce même montant est donné aux propriétaires fonciers pendant 30 ans, la durée du contrat d'Hydro-Québec. Comme je vous dis, ces montants-là sont donnés que la MRC soit propriétaire ou non. Ces montants-là sont redonnés. Ensuite, je continue avec mon même exemple. Si la MRC devient partenaire, la règle du pouce, un projet éolien, ça coûte environ 3 millions de $ par mégawatt. Donc, pour notre projet de 120 mégawatts, ça coûte 360 millions de $ à réaliser. C'est une règle du pouce, mais on se dit que c'est un clé en main. Okay? Donc, c'est pendant 30 ans, faire un projet éolien, entretien, exploitation, le fonds réservé pour le démantèlement, tout ça là, rentre dans nos 360 millions. Okay? C'est un projet complet pendant 30 ans de parc éolien. Généralement, on voit des mises de fonds de 20 % qui sont demandées sur les projets. Donc, 20 % de 360 millions, c'est 72 millions de $. Donc, les gens qui sont partenaires du projet doivent mettre 72 millions pour faire le projet. Dans les derniers appels d'offres, on a vu que les MRC, quand ils étaient partenaires d'un projet, ça variait de 25 à 50 % la part qu'ils prenaient du projet. Donc, on pourrait dire 50 % promoteurs, 50 % MRC. Dans certains territoires, il y a des communautés autochtones aussi qui ont été intéressées à être partenaires dans le projet, ce qui fait que ça peut varier pour la MRC de 25 à 50 %. Dans le cas que je vous présente ce soir, on s'est dit qu'une communauté autochtone pourrait être intéressée à la hauteur de 5 % d'être partenaire. Donc, notre partenariat fictif serait promoteur éolien 50 %, communauté autochtone 5 %, MRC des Mascoutins 45 %. Chacun a cette part-là et chacun, donc, on doit mettre l'équivalent pour la mise de fonds. On a une mise de fonds à la gang de 72 millions à donner, ce qui veut dire que le promoteur va mettre 36 millions, la communauté autochtone 4 millions, qui sont arrondis mes chiffres, OK, vous n'arriverez pas nécessairement au chiffre pile, là. Puis MRC des Mascoutins 32 millions. Donc la MRC met 32 millions et elle devient propriétaire de 45 % d'un parc éolien. Comment ça fonctionne pour une MRC? Mettre 32 millions de $, on n'a pas ça dans notre compte de banque. C'est un peu comme quand on fait un prêt hypothécaire, on va faire un emprunt à long terme avec une institution financière à un certain taux d'intérêt. Les MRC ont quand même droit à des taux avantageux. Je vous en parlerai dans l'exemple, mais dans les derniers règlements d'emprunt qui ont été faits, on parlait d'à peu près dans les 2 % de pourcentage de taux d'intérêt qui est appliqué pour un règlement d'emprunt pour une MRC dans des projets éoliens. Donc voilà, on emprunte à long terme, on peut renouveler aux 5 ans, le même principe qu'un prêt hypothécaire. La seule différence, c'est que la MRC peut emprunter 100 % du montant qu'elle a besoin. Contrairement à un prêt hypothécaire que normalement on met une mise de fonds. Donc la MRC emprunte 32 millions sur 30 ans parce que notre règlement d'emprunt, notre prêt hypothécaire, on peut le mettre sur 20, 25 ans, 30 ans, jusqu'à la durée du contrat d'Hydro-Québec. Donc, nous, dans l'exemple, on le met sur 30 ans.
J'ai mis un taux de 3 qui est quand même conservatrice, ce qui donne 1,7 million de dollars par année qu'on doit payer pour rembourser notre emprunt de 32 millions. Dans un projet éolien, on s'attend normalement à ce que le profit qui est donné chaque année soit l'équivalent de 10 de la mise de fonds qui a été donnée. Tout le monde ensemble, on a mis une mise de fonds de 72 millions. On s'attend à ce que le projet génère 7,2 millions de profit annuellement. Ce profit-là, on se le sépare entre les 3 partenaires. Donc, la MRC recevrait l'équivalent de 10 de sa mise de fonds à elle, qui était 32 millions. La MRC reçoit 3,2 millions. Ce sont des profits générés par le projet. Mais nous, ce sont des revenus parce qu'on a quand même une dette à payer de 1,7 million annuellement, ce qui reste donc 1,5 million par année, dont la MRC et la collectivité peut bénéficier d'un projet si la MRC est partenaire du projet, si elle en est propriétaire. Il faut savoir que si le projet, un projet est monté avec un promoteur, la MRC veut devenir partenaire avec le promoteur, dépose le projet dans un appel d'offres d'Hydro-Québec, mais que Hydro-Québec ne choisit pas le projet, la MRC dépense 0 $. Tout ce qui est fait en avant-projet, les études qui sont faites, il n'y a pas tant d'études, là, mais monter l'appel d'offres, faire le plan d'affaires, c'est le promoteur qui fait ça. Les démarches qui sont faites en ce moment, d'aller cogner chez les propriétaires, ce temps-là appartient au promoteur. C'est le promoteur qui prend ce risque-là, qui gère ce risque-là. Si le projet n'est pas choisi par Hydro-Québec, la MRC ne paie pas pour ces frais-là. Par contre, la journée que le projet est choisi dans l'appel d'offres d'Hydro-Québec, la MRC commence à payer, elle aussi, à défrayer pour le projet. Tantôt, on l'a vu, il y a beaucoup d'études qui sont prévues, des études d'impact, des études environnementales. Toutes ces études-là commencent assez tôt dans le projet, une fois qu'Hydro-Québec a octroyé le projet. La MRC doit contribuer pour ces études-là. Si jamais, par exemple, une étude dirait que... si, par exemple, une étude venait à dire qu'il y a une partie du projet qui n'est pas réalisable, pour une raison ou une autre, soit environnementale, études fauniques, quoi que ce soit qui reste sur le territoire, qui vient faire en sorte que c'est pas possible de faire une partie du projet, ça se pourrait que tout le projet devienne rentable puis qu'on décide de ne pas réaliser le projet. Donc, le risque financier à ce moment-là, c'est que la MRC ait déjà commencé à dépenser pour faire des études avec le promoteur, puis que finalement notre projet soit annulé. Donc, il y a un risque que la MRC perde de l'argent dans un projet comme ça si le projet ne se réalise pas. Oui. Les communautés autochtones, c'est vrai, il n'y a pas dans la MRC. Mais il n'y a pas une communauté dans la MRC, mais on est sur un territoire qui est revendiqué par une nation. Donc, il pourrait vouloir... oui, exactement. Il pourrait vouloir l'être. Donc, c'est ça. Puis, il y a un risque, c'est sûr qu'il y a un risque aussi que les revenus ne soient pas comme on l'avait attendu. Hein. On s'attend à des bénéfices, de ma page d'avant, de 10 % par année. S'il fallait que finalement, pour une raison ou une autre, le vent était moins bon quelques années, les bénéfices sont peut-être un peu moins. Il y a quand même un risque financier pour la MRC à faire partie de ça. Puis finalement, l'autre chose que ça implique pour la MRC, c'est que si on devient partenaire de projet, la MRC siège sur le conseil d'administration qui va être formé par la société en commandite. Donc, tous les partenaires ensemble forment une société et on siège sur le conseil d'administration. Là, on gère la société. On s'implique dans les consultations publiques, le BAP dans toutes les études. Donc, la MRC est présente. Il faut voir ça comme la MRC est propriétaire, elle est responsable, elle est imputable autant que le promoteur et autant qu'une communauté autochtone si on avait une qui serait impliquée. Ça fait le tour pour la présentation. On serait rendu aux ateliers. Donc, je passe la parole à M. Hugo Mimi.